Bonjour, bienvenue à Rennes, en Bretagne et en France, à tous les participants du Sommet Fab City de Montréal. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre sur le numérique, c'est pas automatique, une expression un peu iconoclaste, pour signifier quels sont les enjeux autour de l'usage du numérique et des algorithmes dans nos sociétés. Est-il proportionné par rapport au but recherché? Est-ce qu'il est bien adéquat en toutes circonstances? Ce sont des questions auxquelles nos invités de marque vont pouvoir répondre au cours de ces 2 heures. Tout d'abord, un contenu introductif, une introduction de Hubert Guillot, qui est le rédacteur en chef d'Internet Actu, qui est une revue de référence désormais depuis plus de 20 ans sur la question des usages des technologies sur notre territoire. A tout de suite. On peut faire en 3. Eh bien, bonjour à tous, je suis Hubert Guillot, je suis journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies et je m'occupe d'un site qui s'appelle internetactu.net. Alors, ce que j'appelle l'hystérisation algorithmique ou le délire calculatoire, c'est le pas dans lequel nous allons commencer à tomber, c'est-à-dire les capacités de calcul démultipliées qui produisent du calcul pour du calcul. Donc ce sont des systèmes socio-techniques, des systèmes pour aider les gens, des calculs d'impôts, des calculs de droits sociaux par exemple, mais également des calculs sur les réseaux sociaux, donc des modalités de traitement qui se entrent en boucle les unes avec les autres et qui produisent en fait des aberrations dans lesquelles les gens sont piégés en fait. L'un des exemples qu'on pourrait prendre, par exemple, c'est bien évidemment les modalités de calcul des étudiants, donc des lycéens en fait, pour les faire rentrer dans des études supérieures, où ils doivent, c'est à partir de leurs notes, de leurs résultats scolaires, sont produits des moyennes, qui sont aménagées avec d'autres choses comme quel est leur lycée d'origine, qui sont aménagés d'autres choses encore, parce qu'on peut, dans le délire calculatoire qu'il est possible de faire aujourd'hui via les systèmes numériques, on peut prendre par exemple la moyenne de la classe pour réaffecter le calcul, pour voir si l'élève est bien dans la moyenne de la classe, ou s'il est supérieur ou inférieur, etc. Donc on peut démultiplier les calculs à l'infini pour essayer de produire des formes d'équité, de justice, mais qui ne sont prouvées nulle part, que ce sont des formes d'équité ou de justice. Donc on est passé des données au traitement. Et du moment qu'on est capable de capacités de traitement scalables, comme on dit, c'est-à-dire capable de passer des très très grandes échelles, et de servir des millions, voire des centaines de millions ou des milliards de personnes, effectivement, il y a un phénomène de globalisation et d'accélération assez inédit qui va avec. Et les calculs le temps que je fasse ça, vous en avez déjà des dizaines de milliers qui ont pu être réalisés. Donc vous n'avez même pas le temps de les voir qu'ils ont déjà été réalisés. Donc oui, il y a quelque chose qui est déployé par devers nous, un peu, voire beaucoup contre nous, et qui a une instantanéité, une globalité contre laquelle on se sent en tout cas tout à fait démuni. Et oui, sur les changements de ces dernières années, effectivement, alors il ne faut pas vraiment croire que c'est la Startup Nation, comme on dit en France, c'est-à-dire des services de start-up très innovants qui se mettent en place depuis quelques années seulement. Non, non, l'effort d'informatisation est profond, il est ancien, il commence dans les années 90 vraiment, dans des services publics par exemple, mais pas seulement. Moi c'est un exemple que j'aime bien prendre, donc c'est plutôt, on va le prendre dans les services publics. Par exemple, c'est le sociologue Vincent Dubois dans son livre « Contrôler les assistés » qui vient de paraître il y a quelques mois, qui explique très très bien en fait ce mouvement ancien d'informatisation des services publics. Il prend l'exemple de la sécurité la sécurité sociale, oui, c'est ça. Et il montre en fait que cette informatisation était très progressive et que petit à petit sont venues des techniques de calcul qui se sont complexifiées et qui, depuis les données qui étaient recueillies auprès des administrés, en fait, on a pu se mettre
à faire des calculs, des moyennes, des taux, non seulement d'un côté statistique, mais également pour essayer de traiter les cas, de traiter les aides, de les faciliter et de les faire passer également à l'échelle d'une manière forte. Donc il y a ce côté-là, en fait, de traitement de données, en fait, qui a vraiment progressé. Mais ce n'est pas si récent que ça, en fait. Alors aujourd'hui, les techniques s'affinent, elles vont de plus en plus vite avec l'intelligence artificielle, le machine learning, etc. Donc des calculs qui sont capables de comprendre ce qu'ils calculent et de s'affiner au fur et à mesure. Donc bien évidemment, ça s'accélère encore plus, en fait. Et de l'autre côté, il y a un autre mouvement de fond qu'il faut regarder aussi, c'est celui, bien évidemment, du croisement des données, voire des échanges de données, ou simplement de l'accès aux données, c'est-à-dire que l'accès n'est plus réservé à un service, mais à plusieurs services. Par exemple, on voit qu'aujourd'hui, un service social, quel qu'il soit, impôts, Pôle emploi ou encore une fois, la caisse d'allocation familiale, ont accès, en fait, dès qu'ils ont un problème sur un administré, ils peuvent avoir accès à ses bulletins de salaire, à ses relevés de compte, etc., sans que ce soit nécessairement du croisement de données, mais en tout cas, ils ont des modalités d'accès inédites pour contrôler les gens, voir exactement si leurs déclarations sont valides, etc. Et bien évidemment, ça, s'il y a des vrais problèmes de liberté publique derrière, c'est donc des nouvelles capacités de traitement et des nouvelles capacités d'accès. Pour limiter l'hystérisation algorithmique ou ce délire calculatoire, il y a plusieurs leviers qui sont peut-être envisageables. D'abord, par exemple, il y a des règles de droit et de conformité, de protection des données personnelles, de transparence des calculs, etc., qui sont des règles un petit peu de base, etc. Mais il y en a d'autres, en fait. Il y a des règles de droit public. Tout à l'heure, je vous rappelais la question de l'annualisation, par exemple, des aides. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait bouger ou pas? Il semble que non. Alors donc, si ça ne doit pas bouger, eh ben, il faut l'inscrire un peu plus dans la loi et empêcher que les calculs soient trop fréquents, trop mis à jour, etc. L'autre enjeu, par exemple, ça peut être également la question de l'égalité devant le service public. Donc sur Parcoursup, l'égalité voudrait que nous ayons tous accès aux méthodes de calcul locales qui sont faites par chaque université pour classer les étudiants. On peut douter que ça puisse exister pour l'instant, parce qu'il y a des commissions qui les surveillent, mais qu'est-ce qui empêche, par exemple, à une université ou à une licence qui serait extrêmement à droite de classer ses étudiants selon leur nom ou leur nom de famille, leurs critères d'origine? J'accuse personne, mais en fait, dans la configuration actuelle, ça serait presque possible. Enfin, bien évidemment, il y a le modèle vertueux d'une ville durable, sociale, etc., auquel on aspire tous assez naturellement, mais comment est-ce que ça, elle s'implante concrètement? En fait, le risque, c'est bien que l'hystérisation des calculs et les délits calculatoires, en fait, continuent en fait, à faire leur œuvre et à se répandre dans tous les services, et même les services, bien évidemment. Aujourd'hui, on les voit surtout dans les services d'État, mais ils risquent de descendre demain dans les services territoriaux, les services de ville, etc. Et le risque est patent que ces délires calculatoires, qui sont ceux qu'on voyait déjà dans la Smart City, de tout calculer en permanence, etc., donc se répandent. Et là, avec la crise, l'épidémie de Covid-19, on a vu de nouveaux effets d'une drôle de ville, en fait. Elle nous a été révélée un petit peu autrement. D'un coup, plein de services sont devenus numériques. C'est-à-dire, maintenant, pour aller dans un musée, vous devez avant vous inscrire sur une plateforme Internet. Donc, quel public est-ce qu'on est en train de faire quitter le musée, en fait, et plein d'autres services publics de cette manière-là. Et le problème, en fait, ou le risque, c'est que cette ville de la souscription, elle se développe, en fait, et qu'on arrive effectivement à un nouveau type de ville qui est une sorte de smart city en plus sombre, en moins compréhensible encore par ses habitants, ou en plus excluante et plus discriminante. C'est ce que j'appelle, moi, la dark city, en fait, la ville noire, qui est une sorte de dystopie de la smart city, mais qui, par des tas de paramétrages, les jauges du nombre de personnes dans les établissements publics, qui d'un coup font créer des fils à l'extérieur des bâtiments
très importante. Vous avez, en France, on a beaucoup parlé des magasins clandestins, des restaurants clandestins, etc. Enfin, tout un tas de vocabulaire qui avait entièrement disparu et qui, d'un coup, renaît avec la crise pandémique. Et je pense que ça pose des questions de fond. Les questions de passe sanitaire, dont on a discuté dans tout le monde occidental, avec quel est son niveau de réglage. Est-ce qu'on le met seulement pour les voyages internationaux, ou est-ce que demain, parce que la crise va revenir ou elle va se renforcer, il faudra l'avoir pour aller chercher sa baguette de pain. Donc, la crise Covid a montré en fait qu'on pouvait réaliser de nouveaux types de traitements, de nouveaux types de calculs, de nouveaux types de surveillance et de contrôle qui doivent nous interroger profondément en fait. Est-ce que c'est le numérique que nous voulons? Est-ce que c'est le mode de société qu'on veut? Je pense que là, il y a des questions assez vertigineuses à se poser, notamment en termes derrière, bien évidemment, de liberté publique. Donc, l'un des enjeux en fait pour les villes, il me semble, c'est vraiment essayer de reconcevoir ces calculs techniques, ces outils en fait numériques avec les habitants en fait. Je pense qu'on a vraiment besoin d'une réflexion d'envergure sur chacun des services qu'on peut déployer dans une collectivité, que ce soit des services de parking, des services d'attribution, etc. Le numérique va tout manger, va tout coloniser. Demain, la moindre demande sera automatisée dans des cascades en fait d'aides de droit ou de coupures de droit où les fichiers d'élèves de l'éducation nationale pourront être consultés par les assistantes sociales, par les services de la ville, par les services de police, par les services de préfecture, etc. Donc nous entrons dans des cascades de données dans lesquelles il va falloir réfléchir à plusieurs choses. D'abord, comment est-ce qu'on s'assure effectivement qu'il soit juste, qu'il soit équitable, qu'il soit fait d'une manière éthique, qu'il soit proportionnel. Je pense que là, il y a vraiment des vrais enjeux de réflexion et qu'il faut mener avec les gens, en fait, quoi. Je pense que l'un des gros problèmes, en fait, des services numériques aujourd'hui, c'est qu'ils sont très souvent délégués à des prestataires privés extérieurs qui vous fournissent une boîte, qui réparent un petit peu petit à petit, mais qui ne font pas le service qui est censé être et qui oublient, en fait, que derrière ces chiffres et ces données, il y a des individus, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des personnes handicapées. Et voilà. Et il faut revenir à la base. Nous allons donc, je vais vous présenter les intervenants de ce jour. À ma gauche, donc Elisabeth Lehagre, juriste, avocate et présidente bien-aimée de notre association Bug de Rennes. Régis Châtelier, donc chargé de mission prospective à la Commission nationale informatique et liberté, plus précisément au laboratoire d'innovation numérique de la Commission nationale informatique et liberté. Tout à fait. Qui est l'autorité de protection des données en France, si vous n'êtes pas en France, pour des données personnelles. Voilà. Et à ma droite, Pierre Janin, chercheur à l'INSERM, ça c'est votre métier, et puis élu en charge du numérique à la ville de Rennes. Bonjour. Je vais tout de suite m'adresser à Régis Châtelier, sur les questions de l'emploi des algorithmes pour le quotidien des citoyens. Je crois qu'il y a récemment un cahier IP, alors c'est un cahier de prospective, qui a été publié par la CNIL justement sur ces questions. En quoi est-ce qu'il comporte une réflexion sur l'emploi de ces algorithmes pour les citoyens ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, on a publié un cahier IP donc, pour innovation et prospective, puisque je fais partie d'une équipe qui va avoir une analyse un peu des usages sur la protection des données et des libertés qui ne soient pas purement juridiques, purement techniques, tels qu'on peut l'avoir traditionnellement à la CNIL, pour essayer de mieux analyser les usages réels pour en tirer parfois des recommandations prospectives, en essayant de s'extraire un petit peu du pur juridisme et essayer de mieux comprendre finalement le système. Les algorithmes, c'est quelque chose auquel on s'est intéressé depuis longtemps, puisqu'on avait déjà publié en 2017 un rapport éthique des algorithmes, et qui est un sujet justement qui nous intéresse tout particulièrement, puisqu'il est toujours, le plus souvent maintenant, question de données personnelles et des libertés des personnes. Et dans ce cahier publié plus récemment, on n'a pas directement traité des algorithmes en eux-mêmes, mais du rapport quotidien à la protection des données des individus, et surtout du moment, déjà de la perception qu'on peut avoir de ce qu'est la protection des données, ce qu'est la protection de la vie privée, qui sont deux
de manières de fonctionner et de concepts qui peuvent être différents selon les endroits où on se trouve. Et surtout, on a essayé de comprendre à quel moment les personnes vont se sentir finalement suffisamment lésées pour faire appel à la CNIL. Et comment on a procédé, c'est on a eu une analyse un peu sociologique, on a eu une démarche sociologique sur ce thème, puisqu'on est allé finalement faire du carottage dans les plaintes reçues à la CNIL. On est allé voir un mois pré-RGPD, donc avant l'entrée en vigueur du règlement général à la protection des données en Europe, donc avant 2018, et un mois après le règlement, pour essayer de comprendre finalement à quel moment les personnes vont se dire je vais aller appeler la CNIL, envoyer un email ou pour porter plainte. Parce qu'aujourd'hui, notamment depuis le RGPD, maintenant on reçoit à peu près 13 000 plaintes par an, ce qui est à la fois énorme et à la fois peut paraître peu, puisqu'on a tous eu à des moments des problèmes soit d'irréputation, soit de recevoir trop spam, soit d'autres choses, et aussi parfois avec les algorithmes. Et donc, ce qu'on a vu, c'était que les personnes, en fait, il y a 4 raisons pour lesquelles les personnes vont avoir recours au service de la CNIL via le recours d'une plainte. D'abord, quand il y a des enjeux sur l'irréputation. Donc si les personnes ont été lésées, qu'il y a des informations qui apparaissent en ligne alors qu'elles ne le souhaiteraient pas, donc c'est en lien direct avec le droit au déréférencement, le droit à l'oubli, qui peut trouver très souvent lié d'ailleurs aux algorithmes, puisque bien souvent les contenus vont remonter par le biais d'algorithmes qu'on ne comprend pas toujours. Le moyen qui a été donné pour s'en sortir était de dire on déréférence, et comme ça on coupe l'algorithme sur certains contenus qui ne peuvent pas remonter. Le deuxième, c'est la prospection commerciale, l'abus de spam en fait, et de spam par mail, mais aussi par téléphone. Puisqu'aujourd'hui, et c'est là où c'est le plus souvent, les personnes se retrouvent à avoir des appels tous les jours, ce qui, pour la plupart des personnes qui ont une box à la maison et un téléphone portable, parfois, comme beaucoup, dont moi, on arrête de répondre au téléphone, mais parce qu'on sait que si quelqu'un veut nous joindre, on a un téléphone portable. Mais pour le cas de personnes âgées qui n'ont qu'un téléphone fixe, ça peut parfois faire une forme de harcèlement, parce qu'à chaque fois, ils ont l'impression que c'est une personne réelle et amie qui va les appeler. Ensuite, c'est la surveillance au travail, qui est un des gros sujets quand même, notamment la vidéosurveillance. Et enfin, et là on se rapproche plus du public justement, les inscriptions indues dans des fichiers nationaux, notamment les fichiers d'interdit bancaire ou d'autres fichiers, où des personnes parfois vont ne pas comprendre pourquoi elles sont fichées, parce que parfois il y a des erreurs. Et en fait, on fait appel à la CNIL, il y a un droit d'accès indirect pour essayer de comprendre et de se faire réparer en tout cas le préjudice. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que tout ça c'est des choses qu'on a pu connaître, mais ça vient aussi dans un processus qui est un peu plus long de maturation, où il faut déjà avoir, finalement, être en capacité d'avoir une vision sur l'infrastructure des données, c'est-à-dire que de comprendre qu'il se passe quelque chose avec les données, que quelqu'un les utilise d'une manière qui n'est pas souhaitable selon soi, qui peut parfois être, qui est légal ou pas, c'est pas la question, mais qu'on comprenne qu'il y a un système informatique derrière et qu'on s'en sente suffisamment victime pour pouvoir faire appel à la CNIL. Et surtout, c'est au moment où on sent un véritable préjudice, et à la CNIL, c'est finalement le dernier moment où on s'adresse à nous. Parce qu'en général, on va s'adresser directement à l'entreprise, à l'organisation, à l'organisation publique. Et c'est si on n'arrive pas à avoir de réponse que nous arrivons finalement en dernier recours. Et c'est là où c'est intéressant de voir que c'est ce qui est parfois un petit peu différent de ce qu'on imagine dans les médias, où nous-mêmes, quand on est très intéressé au numérique, on a toujours l'impression que c'est beaucoup les GAFA, les grands systèmes, etc. Mais on voit bien qu'au niveau individuel, c'est beaucoup plus du rapport à la vie quotidienne, une perception très, très terre à terre en fait, de est-ce que je reçois trop d'appels, ou est-ce que j'ai un préjudice, ou est-ce que je peux juste pas payer quelque chose parce que je suis interdit bancaire. Donc c'est pas des visions politiques sur les systèmes, mais c'est quand ça nous touche au plus proche de nous-mêmes. Et souvent sur des personnes qui sont souvent plus, soit il y a des personnes qui sont très militantes, ça, elles sont beaucoup à faire appel à la CNIL, soit des personnes qui sont vraiment très démunies. Et ce qu'on voit également, c'est qu'on reçoit beaucoup d'appels de personnes qui appellent la CNIL. Il faut savoir qu'on a un numéro d'appel et on est assez accessible par rapport à une administration publique, parce que la CNIL, il faut savoir, nous ne sommes que 240 aujourd'hui, mais on a un centre d'appel avec un numéro non surtaxé où des personnes peuvent faire appel à nous. Et donc parfois, on a des personnes qui sont en détresse parce qu'elles ne comprennent pas ce qui se passe, pas forcément en lien avec la protection des données d'ailleurs, et souvent avec des algorithmes. Et on se retrouve finalement à être cet endroit où on nous appelle, où parfois nous ne sommes pas compétents, légalement pas compétents pour agir, mais on a affaire à des problématiques, notamment sur le sujet d'aujourd'hui, parfois sur les services publics notamment, où les personnes sont souvent très démunies et peuvent parfois nous appeler parce qu'elles sont en incapacité de comprendre ce qu'il se passe. Et c'est ce qu'on a essayé de développer dans le cahier, que je pourrais développer peut-être ensuite, mais c'est là où c'est assez intéressant de voir que finalement cette question des données, des algorithmes, c'est au moment où ça touche à plus intime des personnes,
pas forcément les choses très graves, mais intimes au sens où ça va au-delà d'une simple gêne de recevoir trop de mails, mais un peu plus importante, où finalement il y a ce recours de la CNIL, de la protection des données, qui vient en partie répondre, mais on n'est pas les seuls à pouvoir répondre, notamment sur le thème des algorithmes, puisque nous avons un angle d'attaque, mais on voit bien qu'il y a plein d'autres de moments où il est important justement de pouvoir bien faire en sorte que les personnes soient en capacité finalement d'y répondre. Et je pourrais en parler après, mais on a des propositions de recommandations justement pour essayer de répondre à ce sujet que je pourrais développer ensuite. Mais l'idée, c'est de voir comment justement de cet état de fait, on puisse voir comment, nous améliorer notre travail, mais deux, faire en sorte que la société dans son ensemble prenne en compte ces enjeux pour que chacun puisse finalement être en capacité de pas juste avoir un point d'appui qui soit la CNIL, mais que chacun et la société en général puissent comprendre ces sujets et pouvoir agir collectivement, notamment parce que notre propos, j'en parlais tout à l'heure, c'est de comment faire de la protection des données, qui est un droit individuel, un sujet collectif où finalement, collectivement, la société, les corps intermédiaires, les syndicats et associations puissent s'en saisir. Et c'est là où ce serait important, notamment pour certains algorithmes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une tendance à l'accroissement des demandes qui vous sont adressées par, je dirais, les citoyens ou les consommateurs? Parce que c'est vrai que c'est moins Big Brother que Little Sisters, c'est ce que tu disais il y a un instant. Et c'est vrai que cette multiplication fait que... Alors, Hubert Guillot parle du délire calculatoire. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il se manifeste dans une multitude de domaines qui fait qu'aujourd'hui, en effet, ça perd encore plus de citoyens. Est-ce qu'il y a un accroissement de ce point de vue des demandes? Alors, il y a un accroissement en termes de volume depuis le RGPD. On a à peu près, on a doublé ou un peu plus le nombre de plaintes reçues et le nombre de sollicitations plus largement qu'on peut recevoir au quotidien. Parce qu'il n'y a pas que des plaintes, il y a des demandes d'informations, des choses comme ça. Après, c'est en volume, ça a augmenté en volume, mais pas forcément directement sur les algorithmes ou même la surveillance, des choses comme ça. Étonnamment, souvent, c'est des questions qui existent, hein, bien entendu. Mais encore une fois, c'est à l'échelon individuel. C'est pas, par exemple, on a assez peu de demandes sur, notamment, sur les algorithmes. Le droit, par exemple, il y a un article dans le RGPD, c'est l'article 22, qui est le droit à ne pas faire l'objet d'une décision automatisée. Et c'est pas un article qu'on va traiter très souvent dans les plaintes ou même dans nos sanctions. On a pu le faire de temps en temps, d'ailleurs sur APB. Mais Admission post-bac. Admission post-bac, qui était un algorithme qui permettait de trier les baccalauréats pour aller à l'université. Mais ce n'est pas la majorité quand même. C'est des sujets qui sont très importants pour la CNIL, mais pas tant que ça au niveau des plaintes. C'est là où parfois on a une différence de perception, parce que ça va se jouer ailleurs, ça va se jouer d'autres manières. Ça peut se jouer avec des associations, ça peut se jouer différemment. C'est-à-dire que nous, on est un des canaux par lesquels ça passe, mais parfois ça passe par d'autres, comme ça peut être le cas notamment en Angleterre avec l'algorithme équivalent qu'ils avaient pu avoir, où ça avait fait l'objet de manifestations, de choses comme ça. Donc on est un des capteurs, mais on n'est pas le seul, en tout cas, sur ce type d'outils, en tout cas. D'accord. Je me tourne vers ma droite. Pierre Janat, donc élu en charge du numérique à la ville de Rennes. Aujourd'hui, Carlos Moreno dit que le XXe siècle, c'est celui des villes, après celui des empires et des nations. Est-ce que cette réflexion au sujet des algorithmes, l'échelon territorial peut-être le plus pertinent, n'est-ce pas celui de la ville? Et peut-être que vous pouvez revenir aussi sur la réflexion qui a été celle de la ville autour de la 5G, par exemple, comme exemple de mise en œuvre. Oui. Alors, il y a deux, je dirais qu'il y a deux dimensions qui ont expliqué pourquoi on a fait cette mission 5G, alors, qui était une initiative de participation citoyenne qui étudiait les conditions de déploiement de la technologie 5G sur le territoire rennais. La première, c'est le questionnement qu'il y a aujourd'hui sur la notion de progrès technologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est obligatoire? Donc, est-ce que le numérique est automatique? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on doit aujourd'hui investir le citoyen dans ses décisions? Alors, pour la première, la notion de numérique, on voit bien, aujourd'hui, on a un petit peu de maturité, on voit bien que ce n'est pas que du positif et qu'il faut avoir une vision un peu plus globale des avantages, mais aussi des inconvénients, des opportunités, mais aussi des risques. Et puis, côté participation citoyenne, on sent aussi que les citoyens parfois doutent
voire sont méfiants par rapport aux institutions, méfiants par rapport à la science, méfiants par rapport aux politiques. On voit des exemples au niveau international, hein, c'est pas que dans nos territoires. Et donc, cette méfiance, la première manière de travailler, c'est de les écouter, c'est de travailler avec les citoyens et les citoyennes, de les écouter et de les investir dans la vie politique. Et c'est vrai que l'échelle municipale, qu'on appelle le municipalisme, j'aime pas ce mot-là, c'est pas très beau, mais l'échelle municipale correspond bien parce que c'est notre environnement quotidien, c'est là où on travaille, c'est là où on vit. Et donc c'est une bonne échelle pour travailler, pour aller chercher les gens. On a vu des exemples d'initiatives de participation citoyenne au niveau national. Alors, on pourrait revenir hein, sur l'échec que ça a été au niveau national. C'est peut-être trop, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est trop politique, c'est peut-être trop général. Le fait de revenir à un territoire, on peut être beaucoup plus concret. Ça reste politique, mais on peut être beaucoup plus concret et donc aller toucher les citoyens et les associations plus directement. Alors en quelques mots, justement, le résultat de la mission 5G municipale à Rennes, alors même que la 5G a depuis été déployée, premièrement, comment est-ce qu'elle a été mise en œuvre ? Est-ce que c'est compliqué à mettre en œuvre ? Je pense à nos amis québécois, peut-être, qui seraient intéressés pour mettre en œuvre sur leur territoire des démarches analogues. Et puis la deuxième chose, c'est quel en a été le résultat ? Est-ce qu'il y a une acculturation plus importante ? Est-ce que la mobilisation qui a été celle des citoyens autour de ce sujet fait qu'on voit, il y a la ville de Poitiers qui a mis en œuvre aussi une démarche analogue sur le numérique responsable. Est-ce que ça permet justement de mobiliser un groupe de citoyens qu'on va pouvoir ensuite mobiliser sur d'autres sujets, sur les choix technologiques ? Il y a un ouvrage d'Irénée Regnault et de Yael Benayoun qui s'appelle Technologie partout, démocratie nulle part. Le numérique aujourd'hui a des impacts politiques, économiques, sociaux et démocratiques qui sont tels que c'est vrai qu'il est important que des élus comme vous et puis des citoyens s'en emparent. Donc quels sont les résultats ? Est-ce que là pour le coup il y a une vraie acculturation du groupe de citoyens qu'on pourra ensuite mobiliser sur d'autres sujets ? Je pense qu'on va revenir un peu sur tous ces points parce que là vous avez balayé, il y a beaucoup de réponses à donner. Déjà, ce qui est intéressant avec la 5G, c'était la question ne se posait pas est-ce qu'on l'interdit ou est-ce qu'on l'autorise. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Au niveau, les télécoms sont complètement dérégulés là et pas qu'en France, hein, dans le monde entier. Une technologie de télécom s'installe, se déploie sans qu'on demande à qui que ce soit est-ce que ça l'intéresse, est-ce que c'est utile, Et donc c'était un cas d'usage qui était intéressant. Et la 5G est un cas d'usage. Et je pense qu'on aura dans les années à venir, comme vous l'avez dit Richard, on aura d'autres thèmes à aborder. Les données sont c'est aussi une thématique importante, hein, le respect des données. On aura sûrement l'intelligence artificielle, on aura sûrement la robotique. Bon, il y aura plein de questionnements qu'on peut avoir et qui intéressent sûrement les citoyens. Alors, la participation citoyenne, c'est pas évident à mettre en place. Ça nécessite une méthodologie rigoureuse. Si on veut s'assurer que c'est une vraie participation et que ce n'est pas qu'un écran de fumée, là, on fait de la participation parce que ça fait bien de faire de la participation citoyenne, mais en fait, elle est, comme on dit, descendante. Donc, on informe les citoyens de ce qu'on va faire, point à la ligne. Alors, c'est la première étape, hein. Il y a une échelle de la participation qui existe là. C'est la première étape, le minimum de la participation citoyenne, c'est d'informer. Mais évidemment, en 2021, il faut aller plus loin. Donc, c'est informer, c'est aussi leur demander de réfléchir, de proposer, d'écouter les propositions et puis après d'étudier ces propositions et éventuellement de les mettre en œuvre. Et puis éventuellement, la participation peut aller jusqu'à on prend tout ce que les citoyens, ce sont les citoyens qui décident. Donc on a vraiment tout ce continuum là entre juste on informe et le citoyen décide, la citoyenne prend la décision à la place du politique de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut déployer. Et selon les problématiques, il faut aller chercher dans son continuum ce qui nous intéresse. Évidemment, si on veut faire de la participation, il faut pousser quand même au maximum vers l'investissement du citoyen
dans la compréhension. Donc ça se passe toujours par une phase d'acculturation, hein, comme vous disiez, il faut comprendre. Alors la 5G, la première fois qu'on l'a abordée devant les citoyens qu'on avait tirés au sort sur le territoire rennais, ils ont tous et toutes dit on n'y comprend rien, c'est super complexe. Et à la fin, ils ont compris les enjeux, à la fois la technique qu'il y a derrière, et les enjeux multiples, multidimensionnels qu'il peut y avoir autour de la technologie. Donc déjà, on peut former les citoyens tirés au sort, quels qu'ils soient, à une technologie même complexe. C'est possible. Il faut du temps, il faut chercher les bons experts, mais on peut le faire. 2, les citoyens peuvent émettre des propositions intelligentes qui ne sont pas que le reflet de leurs propres problèmes individuels. Ils se mettent vite dans une position de je suis représentant et je me mets avec une position collective. Et donc, c'est tout à fait possible. Et le citoyen et la citoyenne est aussi capable de trier, de mettre en œuvre et de prendre des décisions. Donc, c'est faisable. Il faut une méthode rigoureuse. Il faut faire attention à bien avoir des bonnes représentations, par genre, par niveau social, voilà, il y a par profil d'utilisateur. Il faut faire attention dans le choix des experts. Il faut éviter les biais qu'il peut y avoir partout. Mais il y a de la méthodologie, il y a de la littérature, hein, qu'elle soit française ou anglo-saxonne, il y a de la littérature sur la participation. Et oui, c'est probablement un élément de la démocratie de demain qui ne doit pas être restreinte à une seule votation, parce qu'aujourd'hui, la démocratie, on va dire française, hein, elle est principalement liée au vote. Et une fois qu'on a donné notre vote, c'est fini, on ne voit plus rien. Donc il faut aller un petit peu plus loin, c'est important. On a vu, on voit ce qui se passe ce qui s'est passé aux États-Unis ces derniers mois où la démocratie elle est en danger. Hein. Donc il faut travailler là-dessus. C'est indispensable et ça peut se faire au niveau des territoires comme la ville avec une méthode rigoureuse. Il faut prendre le temps, il faut se donner les moyens. Et 3, il faut aussi avoir confiance. C'est aussi aux politiques, aux décideurs, d'avoir confiance dans le citoyen. Et donc de lâcher un peu un moment, de lâcher prise, de lâcher un peu de pouvoir décisionnel au profit du citoyen et de la citoyenne. C'est pas évident, ça peut paraître simple, mais c'est finalement dans le quotidien, on voit bien que c'est pas évident. Il y a quelque chose, il faut reformer un état d'esprit quand même. Et l'autre question, c'était ce collectif de citoyens qui a été constitué. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un projet à la ville, peut-être de créer un groupe qui réfléchisse à la question de l'emploi du numérique sur le champ municipal, mais peut-être sur d'autres thématiques. On parlait de l'admission post-bac tout à l'heure, qui est devenue Parcoursup. Voilà, il y a une multitude de thématiques sur lesquelles, de sujets sur lesquels les algorithmes ont pris aujourd'hui. Et peut-être que ça peut être en quelque sorte stimulé par un projet de la municipalité qui permet d'acculturer l'ensemble de la population à ces thématiques. Oui, oui. Ces enjeux. Ma réponse est oui. On va mettre ça en place dès septembre. Donc on a déjà on a présenté le projet au niveau politique. Et l'idée, c'est de travailler sur un conseil citoyen du numérique responsable. Donc on veut travailler sur les enjeux du numérique sous un point de vue de numérique responsable, c'est-à-dire comme vous disiez tout à l'heure, hein, toutes les facettes sociales, sociétales, environnementales de la technologie, du numérique et de la technologie. Et donc on va créer une structure pérenne avec des citoyens tirés au sort qui vont marcher en autonome, qui vont fonctionner en autonome, avec l'écoute et le soutien de la ville pour l'animation, probablement un budget minimal qui va permettre de faire fonctionner, et avec l'idée soit de saisir ce conseil sur un problème, soit le conseil s'auto-saisit et décide lui-même qu'il y a une thématique, un enjeu particulier sur le numérique qu'il faut traiter. Et donc, l'idée, ce serait, je ne sais pas encore, on va commencer, hein, on va le mettre en place là, l'idée, c'est sur 6 ans. L'idée, c'est d'avoir peut-être 4-5 réunions par an, avec des groupes thématiques qui seront créés en fonction des thèmes abordés. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y aura 1 thème, 2 thèmes par an, en fonction des besoins. Donc oui, il faut garder cet espace de
participation, de démocratie citoyenne pérenne. Oui, tout à avec fait. un impact sur je dirais des problèmes très quotidiens en fait, des administrés. Puisque je pense que dans l'intervention de Hubert, justement, il parle aussi du fait du croisement des données, opéré aussi dans le champ du service public aujourd'hui par certains services publics, qui vont bien plus loin que le projet initial Safari, hein, qui est à l'origine d'ailleurs de la création de la loi informatique et liberté en 1978. Et c'est vrai que ces enjeux-là, on a d'autant plus besoin aujourd'hui d'avoir des acteurs publics et du tiers secteur qui interviennent pour acculturer la population. Parce que, en effet, sinon, tout cela nous sera imposé. Et puis, ça peut créer en effet des catastrophes. On parle de la question de la tenue des fichiers, elle est quand même essentielle. Pour être un ancien salarié d'une banque, j'ai vu comment des codes de solvabilité pouvaient être affectés à des clients et que ça pouvait les concerner dans leur quotidien et avoir des effets extrêmement néfastes sur leur quotidien. Voilà, tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'intervention du tiers secteur et en effet de la municipalité et des instances politiques sur ces questions-là. Et ce qui est important à garder en tête, contrairement à la vision un peu innocente qu'on peut avoir au début sur le numérique, hein, je parle pour moi aussi, hein, un algorithme, c'est politique. Un algorithme est politique. Et c'est pas que. Et donc le jour où on donne un pouvoir décisionnel aux algorithmes, on donne un pouvoir politique aux algorithmes. Et donc on perd du contrôle de nos vies, de nos sociétés, de nos institutions au profit des algorithmes. Et donc là, il y a quand même un enjeu important. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se méfier de tous les algorithmes, mais qu'il faut étudier le numérique au sens large, hein, algorithmes, systèmes, infrastructures, sous ce point de vue très global, qui est impact politique, impact citoyen, impact sur la vie privée, impact sur l'environnement, impact sur, voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est fondamental à faire, d'autant plus où l'intelligence artificielle va être partout et commence à rentrer un peu partout dans nos vies et pour de la prédiction, de l'aide à la décision, ce qui a des bons côtés, hein, mais il faut être très vigilant, et très à l'écoute et très vigilant. Alors justement, Elisabeth, qui est présidente de l'association Bug. Tout à fait. Donc, deux questions. Enfin, comment les associations peuvent intervenir là-dessus? Et peut-être, est-ce que les Fab Labs sont des endroits, alors pas les endroits, mais des endroits dans lesquels on peut avoir cette réflexion, et en tous les cas, des endroits dans lesquels on peut acculturer les citoyens à ces questions-là? Et puis aussi, comment on évalue l'impact, en fait, aussi éthique et juridique de ces algorithmes sur ces mêmes personnes, ces mêmes citoyens? Oui, très bonne question, Richard. Donc effectivement, c'est un des enjeux, je pense, nous aussi en tant qu'association Bug, étant aussi s'inscrivant dans la logique Fab Lab, pour être un acteur contributeur aussi de notre environnement, de notre territoire. On se pose forcément la question de savoir comment nous, sur les questions du numérique, on peut aussi agir pour participer à ces questions qui sont liées aussi beaucoup aux usages et aux impacts que cela a sur la vie des citoyens. Et je pense alors chacun a son rôle, j'imagine, à jouer. Il est vrai que on voit qu'il y a la partie visible de l'iceberg. Je veux dire, quand vous parliez des sujets évoqués au niveau de la CNIL, donc qui voient effectivement les impacts au quotidien vécus par les personnes. Donc là, ça rend visible la problématique numérique et les questions qui peuvent être liées. Mais il y a aussi l'enjeu, et on va de plus en plus vers là, avec l'intelligence artificielle de plus en plus étendue, avec des algorithmes de plus en plus complexes, de plus en plus obscurs, c'est-à-dire le fameux phénomène de boîte noire, où il y a vraiment aussi cette grande question du manque d'information et de conscience même des personnes de l'utilisation d'un système, d'une technologie qui va les impacter directement. Et avec ce vrai risque d'avoir, et on voit, c'est déjà un peu ce qui se passe aussi avec les réseaux sociaux, des comportements qui s'adaptent à des programmes sans forcément que les personnes sachent précisément comment cela joue sur eux, mais au final, il y a un vrai résultat. Et on voit aussi, et c'est ce qui était évoqué, ce passage de la vision très individuelle de son problème à soi qu'on va pouvoir visibiliser peut-être plus facilement, à la question plus sociétale de ces effets de masse, mais qui sont pour le coup beaucoup moins imperceptibles.
Donc là, je pense que les acteurs Fab Lab un peu intéressés par ces technologies ont un rôle à jouer pour essayer de décrypter un peu ça. Je pense qu'il y a aussi cette médiation, effectivement, la vraie question de la compréhension et de l'information, elle se pose. Et comment nous, on peut agir pour apporter cette information, pas forcément évidente, en complément de ce qui est visible, mais avec des acteurs un peu plus tech, on va dire, un peu plus geek, si je peux m'autoriser l'utilisation de ce terme, mais pour agir dans ce sens de la contribution à la culturation. Après, je pense qu'un des vrais défis, et je pense que nous, très honnêtement, à l'association Bug, on n'a pas trouvé, je ne pense pas, la solution aujourd'hui, c'est de savoir comment on amène des personnes au-delà de la communauté technologique, acculturée déjà à ces problématiques, comment on amène des personnes qui ne sont pas intéressées forcément au numérique. Je pense que c'est tout à fait légitime de ne pas vouloir s'intéresser à ça, mais malgré tout, les amener par les impacts que ça peut avoir sur leur quotidien, sur leur action en tant que citoyen, les amener quand même à s'intéresser à ce sujet. Et là, c'est un vrai défi d'amener ces personnes. Alors, effectivement, quand on est dans une organisation, et on a vu avec cette mission 5G, ça faisait la vraie différence d'avoir des personnes tirées au sort qui vont être accompagnées. On les accompagne avec une vraie méthodologie dans la réflexion. Ça semble faire une différence. Maintenant, quand on est hors de ce cadre-là, comment avec aussi nous, en tant qu'acteurs associatifs, on peut en complément agir. Et c'est un vrai défi. Et c'est aussi peut-être avoir une réflexion. Alors, c'est une question ouverte aussi aux différents Fab Labs à travers les villes. C'est comment, effectivement, on peut des fois aussi peut-être sortir de cette image du Fab Lab très, très fermé qui peut être très centré sur la technologie et en effrayer certaines personnes de dire ah bah non, moi j'y connais rien, c'est pour les gens qui s'y connaissent dans le numérique, la technologie, et avoir cette idée d'être un acteur intéressé par la technologie, mais au service aussi de la culturation citoyenne au-delà d'une expertise technique. Et je pense que ce n'est pas une question évidente. Il faudra qu'on continue à explorer et peut-être aussi avec des participations plus larges avec différents acteurs pour nous permettre aussi de nous ouvrir un peu plus. Mais je crois qu'il y a un vrai enjeu à ce que toutes les expertises qu'on peut trouver dans les Fab Labs puissent s'inscrire aussi dans ce projet d'acculturation et d'ouverture du citoyen par rapport à ces enjeux où il y a un moyen à trouver d'ouverture et de partage et de compréhension peut-être plus accessible sur ces problématiques qui ont, je le répète, mais je pense qu'on est tous d'accord ici, qui ont ils sont déjà là, des effets non négligeables sur la société. Je pense que là, on passe à une échelle, on n'est plus sur... effectivement, il y a à son titre individuel les données, donc c'est vrai qu'on a aussi un texte réglementaire qui peut nous accompagner dans cette prise de conscience, c'est bien. Mais là, ce qu'on voit, ce à quoi on assiste de plus en plus, c'est qu'on a un domaine... Bon, il y a un projet de réglementation au niveau européen qui se fait sur le Digital Services Act qui va peut-être un peu plus encadrer ces questions-là. Mais il y a des enjeux qui dépassent même le cadre légal actuel, donc qui nécessitent à un moment donné cette mobilisation citoyenne peut-être pour accompagner le changement et les évolutions. Et pour en revenir, nous, en tant qu'acteurs associatifs et Fab Lab, je suis assez convaincue qu'on peut jouer un rôle. Donc le rôle du Fab Lab serait une espèce de mélange entre un espace public numérique dans lequel on puisse acculturer les personnes, en effet, et d'incarner cette connaissance peut-être dans la construction de projets. Parce que là, on se situe à un moment où... alors, je reviens sur ce que disait Hubert Guillot. Il parle de l'hystérisation algorithmique qui a été particulièrement accentuée au cours de ces 2 dernières années du fait de l'impact de la crise sanitaire. Il parle de la confiscation de la ville par les algorithmes, de la dark city, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour visiter un musée, par exemple, il faut réserver sur Internet. Donc, ce qui exclut complètement les personnes qui n'y ont pas accès.
ou même les personnes les plus vulnérables, on va dire, celles qui sont les plus éloignées des usages, et pas forcément de l'outil en question. Quelle est votre réaction là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il y a urgence parce qu'il y a eu cette accélération au cours de ces dernières années qui fait qu'il faut à tout prix qu'on mette en œuvre collectivement une démarche spécifique? En fait, les 2 dernières années ont juste mis un coup de projecteur sur ce qui existait déjà pour moi d'une certaine manière. C'est que là, aujourd'hui, le titre, c'est « Le numérique, c'est pas automatique », mais tout à l'heure, en vous écoutant, je me rappelais du titre de l'ouvrage de Dominique Cardon sur la magie des algorithmes, en fait. Et aujourd'hui, l'importance des Fab Labs et de ce que nous, on a appelé les corps intermédiaires de la donnée, c'est justement le rôle de pouvoir répondre à quand même du côté politique, et alors je parle en général, ça peut être au côté de la ville, mais national, international, cette notion de magie des algorithmes est encore très prégnante, elle existe, et en fait c'est une formule magique politique pour résoudre des systèmes. Nous on a eu à répondre à la CNIL la volonté de pouvoir analyser les réseaux sociaux pour trouver les mauvais payeurs des impôts sur le revenu, enfin des impôts. Il y a plein de systèmes qu'on a pu voir passer comme ça, avec toujours cette utilisation du terme algorithme par le politique qui est encore une utilisation très naïve du terme, genre c'est l'algorithme qui va faire, sans oublier tout le système qu'il y a derrière, justement que c'est une décision politique, qu'il y a pas mal de choses. Et c'est là où c'est assez important. Et justement, nous à la CNIL, en fait, ce qu'on essaye, enfin globalement, il faut toujours avoir une alternative non numérique, notamment un service public en tout cas, dès lors qu'on va traiter des données personnelles de personnes et sur leur consentement notamment, qu'on leur demande de consentir, il faut leur permettre de ne pas consentir également. Et aussi leur permettre, souvent pour les services publics, de toujours avoir une alternative, à avoir toujours une personne réelle à qui s'adresser pour pouvoir le faire. Donc l'exemple des musées qui n'est pas nécessairement un service public toujours, mais c'est un exemple en fait. Et quand on coupe totalement le lien physique pour n'avoir plus que du numérique, de fait, on exclut un certain nombre de personnes de la population. Et il est important d'avoir ce genre de système. Et après, c'est un problème très politique, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on en parle beaucoup, mais finalement, c'est très peu pris en compte par très peu de monde finalement. Et un des bilans qu'on faisait, notamment dans ce dernier cahier, justement, quand je vous parlais tout à l'heure du problème individuel qui doit être collectif, c'est qu'on appelle à une forme de création, de renforcement des corps intermédiaires de la donnée, parce qu'aujourd'hui, il faudrait que le thème de la donnée, donc des algorithmes dans certains cas, soit pris en compte par les acteurs traditionnels. Alors associatifs, il y en a qu'on connaît, il y a les Libertés, il y a la Quadrature du Net en France, il y a les associations de consommateurs qui font aussi le travail sur certains aspects, Ligue des droits de l'homme parfois, mais tout ça c'est des communautés qui sont parfois pas très importantes en termes de nombre et qui sont pas toujours sur le sujet. Pour nous, les syndicats traditionnels devraient prendre en compte le numérique plus qu'ils ne le font, peut-être avoir des nouvelles formes d'acteurs, justement pour pouvoir être en capacité de réfléchir politiquement. Mais je veux dire politiquement au sens, il ne s'agit pas d'être contre pour être contre, mais justement d'avoir cette capacité à comprendre et à amener les personnes à comprendre. Et en fait, il manque cette couche un peu d'acteurs qui puissent participer de ces actions. Et les Fab Labs peuvent en faire partie. Parce que par corps intermédiaires, on voyait aussi les communautés open source, les communautés qui vont offrir des alternatives, puisque on ne peut pas blâmer les gens d'utiliser certains services ou de faire de certaines manières quand on n'a pas d'alternative. Alors quand c'est le service public, c'est autre chose, c'est de la responsabilité du public de mettre en œuvre les systèmes. Mais à un moment donné, il faut que tout ça participe du système, de la dynamique, pour que justement, en fait, le numérique, voilà, on est arrivé à une forme de maturité sur certains, puisqu'on se pose maintenant la question même pour les plus fervents promoteurs du numérique, de se poser la question des impacts négatifs. Mais de la même manière, c'est les personnes qui ont commencé très tôt qui sont déjà à se poser ce genre de questions. Et certains, notamment dans le champ politique, qui sont mis beaucoup plus tard, ils sont encore dans l'effet des aspects magiques du numérique. Et voir comment on puisse avancer plus rapidement, puisqu'on laisse des personnes sur le bord de la route qui vont être victimes au sens juste parfois de ne pas comprendre ce qui se passe et d'être un peu perdu. Je prenais l'exemple, je sais à titre personnel, d'avoir une personne récemment qui était totalement perdue puisqu'il fallait mettre en place le fameux QR code, mais la solution était numérique. Après, il y avait un numéro de téléphone, parce qu'il y a toujours la solution, mais elle n'est pas visible. Par exemple, en France, on a légalement toujours une possibilité physique de le faire, mais elle n'est pas visible.
parce que ça arrange personne que les gens appellent des vrais gens, parce qu'il faudrait mettre beaucoup de monde pour y répondre. Et on voit bien que ça, c'est des choses très simples en fait, mais il faut que les personnes le sachent, et que quand il y a des actions, des demandes pour le faire, on puisse ne pas s'en remettre parfois, comme on peut le faire, à l'État ou à la CNIL. Parce que par exemple, je prends l'exemple de la CNIL, nous, on agit dans le cadre d'un texte et on ne produit pas le texte. Le texte, il est produit par le politique. Et en fait, la CNIL n'est pas une autorité politique, c'est une autorité juridique. Et c'est la société civile qui doit agir sur la production des textes, et notamment des nouvelles lois, ou alors des nouveaux systèmes qu'on puisse mettre en place au niveau urbain. Et ça, c'est pas, on peut pas à un moment donné, il faut pas qu'on s'appuie seulement sur des choses existantes en disant c'est leur job et puis c'est pas le mien, mais voir comment justement chacun puisse le prendre en compte. Donc c'est pas simple, mais après c'est un problème politique plus large que le numérique, hein. Mais il doit être pris en compte peut-être un peu mieux, peut-être, et voir comment les Fab Labs parlent, ce que peut faire le Lab Fab ici, avec la volonté justement d'amener les personnes à mieux comprendre. Mieux comprendre, ça veut aussi dire parfois comprendre pourquoi tel algorithme est plutôt bien fait et le reconnaître. Il ne s'agit pas d'être contre tout le temps. Et le problématique qu'on a depuis 2 ans aussi, c'est une surutilisation du numérique et une surpolarisation du tout est noir, ou, enfin, tout est absolument horrible, ou c'est génial. Et c'est difficile aujourd'hui, pour ces sujets comme pour d'autres, d'être en capacité d'expliquer aux personnes, non mais ce service, potentiellement, il ne sera pas forcément très efficace, mais d'un point de vue liberté, par exemple, normalement, on a à peu près géré le truc, ça va bien se passer. Mais être capable de dire quelque chose n'est pas efficace, mais va pas nuire aux libertés, c'est possible. Ou de quelque chose qui est au contraire très nuisible pour les libertés. Et tout ça, il faut être en capacité de comprendre et d'écouter un petit peu les intermédiaires, en fait, mais c'est les médiateurs. Et les EPN sont des formats de médiateurs, les LabFab le sont, et chacun doit le devenir, mais à tous les échelons, j'ai envie de dire. Ouais, on souffre d'un certain morcellement, on va dire, du tiers secteur. C'est vrai que les associations de consommateurs, par exemple, n'ont pas, je dirais, pour habitude de travailler avec d'autres associations de domaines différents. Et c'est vrai qu'on souffre de ce morcellement pour peser, en fait, parce que la question, elle est bien de peser. On parle de la Dark City. Alors à Rennes, il n'y a pas vraiment de Dark City. Enfin, on ne peut pas parler de Dark City, de ville confisquée, mais enfin, l'élu doit avoir en effet en tête quand même cette possibilité-là. Parce que c'est vrai que ce sont des choses qui arrivent parfois brutalement. Et puis, la ville se retrouve dans une situation de réparer, en fait, des décisions qui la dépassent, c'est-à-dire qui sont prises au niveau national ou européen. Ben, on est à la fois, aujourd'hui, la technologie, elle est, ces dernières années, dizaines d'années, la technologie, elle a vraiment été pour optimiser les processus, optimiser la transmission d'informations. On est vraiment dans l'optimisation, donc avec un objectif qui est principalement économique, création de richesses, création d'emplois, et point. Et donc on est sur des modèles, alors c'est pas, enfin, c'est faire de la politique en disant ça, mais en même temps, je dirais que c'est assez objectif, hein. On est sur des modèles politiques qui sont basés sur l'économie, sur la croissance, finalement laissant un peu de côté des aspects sociaux, sociétaux et environnementaux. Et ça a été pourquoi c'est très critique au niveau numérique, c'est que cette technologisation des domaines, hein, à la fois personnels ou professionnels, s'est fait très rapidement, très rapidement. On a vu changer en 20 ans, finalement, des professions, des domaines, notre vie personnelle, hein. Alors avec des aspects qui sont, je suis d'accord aussi, moi c'est mon boulot, donc je vois bien ça, avec des aspects qui sont très positifs, qui ont permis d'aller plus loin, d'être plus précis. Moi je travaille dans la santé, donc au niveau de la santé, le numérique a apporté beaucoup, mais il y a plein d'autres domaines où le numérique a apporté beaucoup. Mais on n'a pas pris le temps jusqu'à là, on n'a jamais pris le temps, je dirais, même ces 150 dernières années, dans la progression technologique, on a peu pris le temps de s'arrêter et de voir les biais. On a vu que ce qui était facile. Alors oui, on a plus de luxe individuel, probablement, plus de propriété. Alors dans nos pays développés, hein, on en a beaucoup bénéficié. Là, ce qu'on se rend compte aussi, peut-être, c'est d'avoir un point de vue qui est plus global. Donc non seulement pas de s'intéresser qu'à son propre pays, pas s'intéresser qu'à sa propre communauté, mais peut-être avoir une vision au niveau international.
et peut-être avoir une vision aussi qui intègre l'environnement et l'écologie. Et on voit sortir, c'est assez récent, mais moi ça me rend optimiste, hein. On voit sortir des initiatives au niveau des Nations Unies, par exemple, où on définit les objectifs de demain pour les pays, pour les technologies. Et on doit aujourd'hui, on le sent, ça frétille, hein, ça commence, hein, mais on n'est pas, c'est pas open bar de la technologie. Il va falloir qu'on choisisse des technologies qui vont nous faire avancer, qui vont aller dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le bon sens, hein? Est-ce que c'est le bien-être de qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle le bien-être? Mais il va falloir qu'on choisisse des technologies parce qu'on voit bien que les ressources de notre planète sont limitées. Donc déjà, à la fois les ressources sont limitées, à la fois on voit aussi, il y a le rapport du GIEC qui est sorti complet là, cette semaine. On voit que notre vision open bar de la production technologique a un impact direct sur le climat. Ça a été démontré, hein. Jusqu'à là, il y avait comme on dit, les climato-sceptiques. Là, il y a maintenant ce rapport qui vient de sortir, qui est encore une fois international et qui est intergouvernemental, donc qui a une vraie valeur, hein. Démontre clairement le lien entre les activités humaines et les changements climatiques et le lien avec la production de CO2 et de gaz d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, il y a une nécessité de contrôler la technologie et de la choisir. Il va falloir qu'on le fasse, de toute façon, la question ne se pose pas. Et donc je pense que c'est vraiment, on est aujourd'hui à cette intersection-là où il y a un numérique qui explose partout. Et puis on se rend compte que globalement, on a des ressources limitées, on a un impact sur l'environnement. Il y a des gens qui profitent de la technologie, d'autres qui n'en profitent pas du tout. Il y a des exclus. Cette notion d'exclusion, elle est importante, hein. Elle est chez nous, elle est au Canada, elle est aux US, hein. Il y a une notion d'exclusion très forte aux États-Unis sur le numérique, hein. Faut le voir, hein. Oui, C'est pas juste entre les États-Unis et l'Afrique, hein. Même au sein des États-Unis, il y a des exclusions, alors qu'ils soient sociales, géographiques, genrées. Il y a des enjeux à étudier aujourd'hui qui sont à étudier rapidement, mais je pense que je suis confiant aussi dans la nouvelle génération, hein, qu'on voit à l'université. Et, ils ont cette conscience-là, conscience qu'on peut appeler politique, mais peut-être juste conscience de faire attention à la société qu'on veut construire pour demain et le monde qu'on veut construire et qu'on soit vigilant. Donc moi, je suis optimiste quand même, hein, malgré tout ça. Ah mais je pense que nous le sommes aussi. Après, on n'essaie de pas décrire un avenir dystopique, malgré tout ce qu'on lit, parce que c'est vrai qu'on lit plutôt des choses souvent décourageantes. Alors, l'avenir du numérique, est-ce qu'il est... Alors, je ne sais pas qui peut répondre à ces questions. Est-ce qu'il n'est pas low-tech? Tu parlais tout à l'heure d'opposition. Il faut faire très attention, en effet, entre, on va dire, je vais caricaturer, hein, les startups d'un côté et la French Tech d'un côté, en France, qui est vraiment... qui est numérique partout, et puis d'autre côté, les survivalistes qui vont revivre dans leur cabane et qui prennent le low-tech. Il faut peut-être qu'on essaie de trouver une espèce de compromis, mais toutefois, l'avenir, et tu parlais des pionniers, qui ont peut-être une vision plus claire aujourd'hui du juste emploi du numérique, il se situe où alors? Est-ce qu'il est plus dans le low-tech ou pas? Et en quel cas, c'est vrai que les Fab Labs ont tout leur rôle. Je poserai juste une question là-dessus parce qu'un des sujets auxquels on va s'intéresser aussi, on commence à s'y intéresser, alors c'est un sujet qui a déjà été traité, mais le lien entre données et environnement. En fait, il est très complexe et c'est assez facile de tomber dans une forme de binarisme. En fait, c'est que à la fois nous, la question qu'on se pose, c'est que on va tendance à prôner la décentralisation. Mais en fait, on s'avère que d'avoir parfois des data centers qui sont décentralisés, mais mal optimisés, potentiellement vont consommer plus qu'un gros data center. Alors même que d'un point de vue des libertés, des données, de point de vue de plein de raisons différentes, ce ne sera pas le cas. Donc il y a d'autres technologies qui apparaissent maintenant, mais on voit bien que, voilà, je pense que c'est dans un mix entre les deux. Parfois, il y a la notion d'expérimentation qu'on doit être en capacité d'arrêter aussi. C'est-à-dire que d'être capable de dire, tiens, ça, c'est plus bon, donc on arrête. Alors, je pense que la solution, c'est peut-être justement de technologiser mieux ce qu'on va juger pertinent sur un certain nombre de critères, qui ne soient pas que des idées, donc on peut se faire dessus, et être en capacité de se dire, bah, ça, d'un point de vue coût-bénéfice, mais au sens large pour la société, il faudrait peut-être l'arrêter. Donc je pense que c'est à la fois de revenir en arrière sur certains aspects,
Par exemple, on a eu l'occasion il y a quelques années d'écouter Chris Dedeker de Low-Tech Magazine qui expliquait que sur les véhicules notamment, qu'aujourd'hui on sera en capacité de produire des véhicules qui ne consomment à peu près rien, puisque en fait les véhicules ont fait x3 en poids, en masse, et en même temps, enfin plus. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de technologie pour détechnologiser certains outils pour les rendre meilleurs. Et donc, je pense que c'est comme ça que je verrai les choses, c'est que c'est pas low-tech versus plus de tech, c'est comment la tech pourrait permettre justement de s'en dégager pour faire du low-tech à certains endroits. Donc, je pense que c'est dans les deux, en fait, c'est pas en opposition. Donc, je pense qu'on peut ne pas aller vivre forcément dans une cabane dans les bois, et on peut trouver quelque chose entre les deux, j'imagine. En ayant une vision globale de tous ces enjeux, c'est de trouver la technologie qui correspond aux besoins et qui minimise les impacts. Donc, c'est une fonction de coût. C'est ça, bilan coût-avantage. Ouais, bilan coût-avantage à chaque fois. Et parfois, ça va du côté du Étude low-tech. d'impact, ouais. Donc, on dénumérise. Ouais, parfois, il faut aller jusqu'à dénumériser. Puis parfois, il faut du très high-tech parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'on va faire dans du miniaturisé, par exemple, ou parce qu'on va aller plus loin. Donc, c'est ça, bilan coût-avantage. Et avoir les yeux ouverts et pas se laisser aller par soit les sirènes, ce qu'on disait, c'est la binarisation. Le problème, il est là, c'est cette binarisation entre tout d'un côté ou rien de l'autre. Ben non, c'est avançons. Alors, comment ça va évoluer? Moi, je sais pas, je n'arrive pas à me projeter, mais où va aller le chemin? Mais au moins de partir vers cette discussion, ce bilan coût-avantage, et d'étudier à chaque fois, chaque pas qu'on fait, où on va, et d'être dans le contrôle. Déjà, c'est une bonne base, c'est un bon point de départ. Est-ce qu'on peut revenir, enfin, on n'en a pas beaucoup parlé, sauf Régis, Parcoursup qui a succédé à Admission Post-Bac, est-ce que c'est pas l'exemple type d'un algorithme qui a évolué, qui a un impact très, très direct et très concret auprès, en plus des plus jeunes de notre population, et sur lesquels il n'y a pas eu vraiment d'effort d'acculturation de nous-mêmes, d'ailleurs, des associations comme des pouvoirs publics suffisants, et on en découvre aujourd'hui les effets extrêmement néfastes. Alors peut-être que la CNIL avait déjà eu cet effort de prévention. Je n'ai pas d'avis sur directement, mais ce qui est intéressant d'un point de vue technique, en fait, ce qui est intéressant, il s'avère que la CNIL avait contrôlé Admission Post-Bac, donc l'ancien algorithme, juste avant qu'on passe à Parcoursup. Et justement, on avait retoqué cet algorithme sur le fait qu'il y avait une prise de décision automatique sans capacité de l'expliquer. Pourquoi je pourrais l'expliquer après, mais on était sur un algorithme très centralisé, mais auditable. Avec Parcoursup, on a un premier niveau d'algorithme, puis des algorithmes décentralisés dans chaque université qui a fait un peu chacun comme il pouvait, parfois de manière très empirique et pas très numérique sans être capacité d'expliquer. Ce qui fait que là où on avait un système avec des choix uniques pour tout le monde, donc finalement assez égalitaire, puisque chacun avait le même algorithme, là on a un système où chaque université a ses propres critères. Donc finalement, on a utilisé un algorithme qui fait qu'on ajoute des critères qui sont d'autant moins compréhensibles que chaque université est différente. Et ce qui était intéressant dans APB, que je connais mieux parce que c'est ce qu'on en a dit en tout cas, ce qui était intéressant, c'était que c'était un algorithme qui reposait sur 20 ans de politique publique d'évolution des admissions à l'université. Et en fait, quand on reprenait l'algorithme, il s'avère que les personnes qui l'avaient mis en place l'avaient très bien documenté. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était une sédimentation de différents textes de loi et décisions politiques retranscrites directement sous la forme d'un algorithme qui fonctionnait jusqu'à un moment donné, il ne fonctionnait plus, puisque dans le même temps, le nombre de candidats à l'université avait augmenté. Et en fait, là où il devait mettre tout le monde dans une case, à un moment donné, il n'y a plus assez de cases pour les personnes. Et donc, le dernier choix, qui n'a pas été un choix politique, était de se dire, on n'a plus de choix à faire. Le choix aurait été soit on fait un concours d'entrée, soit on augmente les places. Mais le choix politique n'a pas été fait. Donc, du point de vue de l'algorithme, il a fallu mettre en place de l'aléatoire. Et l'aléatoire, c'est sur cette base que la CNIL a dit, mais on ne peut pas faire un choix aléatoire, puisqu'on ne peut pas l'expliquer à la personne, et la personne ne peut pas s'opposer à celui-là. Et donc, on a eu l'autre idée de cette autre forme d'algorithme, qui lui a... Alors, l'intérêt de celui-là, c'était qu'il était finalement transparent jusqu'au moment où on voit bien le moment qui pose problème. Enfin, on peut être pas d'accord avec le reste, mais il y avait celui-là. On pouvait l'expliquer pour tout le monde. Celui qui est maintenant, en fait, c'est que comme il est décentralisé,
et fait d'une manière, chacun a fait comme il a pu, en fait, pour de vrai. C'est pas que les gens n'ont pas forcément pensé mal le faire, il s'agit de le faire. Et donc, on se retrouve dans un système où le rendre compréhensible par tous est d'autant plus complexe que chaque université n'a pas forcément les compétences ou le moyen pour le faire. Et donc, c'est là où on est dans un système de parfois, justement, on se dit que décentraliser au plus proche, ça peut être mieux. Il faut faire attention à ce qu'au niveau des locales, on soit capable de le faire correctement et d'expliquer. Donc, en fait, c'est là où ça a posé des problèmes du point de vue de la transparence et de la compréhension, en tout cas. Et c'est en ça que c'était comme cas d'école, en tout cas, sans aller sur l'algorithme lui-même et de ce qu'il produit, mais comme cas d'école de un truc unique pour tout le monde, potentiellement compréhensible, si on l'explique bien, et un autre qui est tellement divers qu'on ne peut plus tout l'expliquer pour personne, c'est là où ça devient un petit peu problématique. Mais pour la consultante Elisabeth, que tu es, et puis la militante associative, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre là-dessus, sur le sujet de Parcoursup, enfin des sujets aussi importants que celui-ci dans le domaine de l'éducation, pour, si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on pourrait faire Je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. À mon avis, ce que montre bien aussi tout ce dossier-là, c'est que bon, de toute façon, la solution algorithmique, elle va pas régler le problème sociétal qu'il y a derrière. Je pense que se pose aussi la question des places, tout simplement, du nombre accessible en université. Et si à un moment donné, il y a trop de demandes pour une offre limitée, l'algorithme, il ne va pas résoudre la question, il va la traiter autrement. Par contre, ce que ça pose la question de la déresponsabilisation par rapport à la décision d'attribution et des effets que ça va avoir sur les personnes, sur le fait de ne pas avoir de place, et du coup, vers qui je me... Enfin, ça rejoint finalement, c'est toujours un peu la même question. Quand j'ai un problème, à ce moment-là, c'est un algorithme qui a pris une décision qui m'a affectée, vers qui je me retourne pour faire valoir mon droit ou pour vouloir le contester. Et c'est là que ça rend une décision plus complexe. Donc pour moi, ce genre de sujet, c'est plus à ce niveau-là que je verrais des points d'amélioration éventuelle à voir, comment on s'engage dans un usage responsabilisé des algorithmes, peut-être aussi en informant de ses limites et aussi en ne déresponsabilisant pas des problèmes plus grands qui sont liés, qui sont provoqués, ou que l'algorithme met en évidence. Donc après se pose toujours la question de la transparence, de l'information au niveau de l'algorithme. Mais bon, se posera aussi toujours la même question de une fois que les gens vont être plus informés, ils vont aussi réagir à la façon dont fonctionne l'algorithme. Je crois que c'est ce que Antoinette Rouvroy appelle la gouvernance algorithmique. C'est à un moment donné, les êtres humains vont s'adapter à la façon dont ils comprennent le fonctionnement de l'algorithme. Donc finalement, pour moi, je pense que c'est toujours la base, c'est le problème sociétal à la base que l'algorithme ou le système algorithmique peut mettre en exergue. Après, sur Parcoursup aujourd'hui, je pense que c'est des questions... Alors moi, là, je prends ma casquette plus avocate. Il y a aussi des vraies questions juridiques qui se posent sur la transparence, l'information et la possibilité d'exercer un droit, de contester ou d'avoir des informations. Il faut savoir qu'en France, on est un des rares pays à avoir une réglementation au niveau des algorithmes publics, avec un droit à la transparence. Donc c'est tout à fait possible d'aller demander à l'administration, quand c'est une décision individuelle, comme c'est le cas ici avec Parcoursup, donc d'avoir de l'information sur quelle est au moins à minima la logique de l'algorithme pour que j'arrive à avoir l'information. Donc ce qui a été fait, il y a eu des associations d'étudiants qui se sont mobilisés pour demander en justice la plus de transparence. Ça a été fait aussi, et c'est ce que disait Régis, il y a eu une transparence sur cet algorithme principal, mais on a vu à un moment donné, et là aussi c'est l'effet pervers de la loi en tant que telle, dans la réglementation française, il y a aussi une exception à la transparence sur la confidentialité, sous réserve de ne pas venir contrarier une légitime confidentialité qui peut être exercée, notamment dans le choix qui est fait. Et c'est ce qui couvre aujourd'hui les algorithmes dits locaux, qui sont ces algorithmes plus obscurs, mais qui sont aussi protégés par ce secret, et de manière plus large, le secret commercial, qui est aussi reconnu juridiquement, protège aussi beaucoup de la empêche beaucoup aussi d'avoir accès à la transparence. Alors,
moi, si on me pose la question de par mon profil, je pense qu'il y a aussi un vrai enjeu au niveau juridique, à voir comment on peut. Alors, je sais qu'en Grande-Bretagne, notamment, ils sont très actifs. Il y a des cabinets d'avocats qui se sont spécialisés dans ce qu'ils appellent la strategic litigation, donc de l'activité judiciaire stratégique, en choisissant des sujets. D'ailleurs, c'est eux qui ont agi. Il y a un cabinet qui s'appelle Foxglove, très actif en Angleterre, et qui va choisir des sujets comme ça, se mobiliser pour demander de la transparence et au regard des textes juridiques. Donc je pense qu'il y a aussi des actions éventuellement qui peuvent être assez efficaces quand on va au regard du droit dire légitimement on peut avoir plus de droits, plus d'informations et aussi visibiliser les limites des réglementations. Donc je pense que ça peut être un enjeu assez intéressant. Et là encore, si je retombe sur l'aspect Fab Lab, là encore, ça nécessite aussi des expertises pluridisciplinaires. Donc, et aussi des acteurs comme les Fab Labs peuvent très bien aussi, avec leur expertise, investiguer dans ces champs-là. Et je pense que c'est un croisement de compétences qui, à mon avis, arrivera vraiment à faire changer les choses. Il y a du juridique, il y a du politique, il y a du citoyen, et puis il y a voilà, je pense qu'il y a beaucoup de palettes d'expertise qui peuvent amener à faire changer les choses sur ces genres d'enjeux. Mais il y a aussi la question de l'acculturation qu'on a vue, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a un problème, il faut aussi savoir comment on a de l'information pour l'analyser, pour la questionner, pour se dire ça va pas, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Et aussi, alors j'en terminerai là, mais je pense que ça a été un peu évoqué aussi, une des problématiques qu'on peut avoir sur ces sujets-là, c'est aussi de trouver un endroit un peu dépassionné aussi pour adresser ces questions. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas, on a dit le numérique, c'est pas automatique, mais ça peut aussi être très bénéfique. Ça peut après avoir des enjeux plus ou moins positifs, négatifs. Donc il y a des outils aussi d'évaluation d'impact qui sont justement en train de se développer pour accompagner les choix qu'on fait éclairés sur le numérique. Mais ça nécessite aussi d'avoir un espace d'acculturation et de discussion assez apaisé pour qu'on puisse vraiment s'emparer du sujet et agir. Là encore, peut-être que les Fab Labs, les acteurs associatifs peuvent aussi avoir une carte à jouer à ce niveau-là. Oui, et je me tourne vers Pierre parce qu'on parlait tout à l'heure de la manière de solliciter les citoyens pour peut-être travailler autour du numérique responsable. Un sujet comme Parcoursup, à condition qu'il soit en effet dépassionné, ce qui n'est pas le cas du tout actuellement, parce que c'est quand même, on a affaire à des gens qui sont quand même assez remontés. Est-ce que c'est pas un sujet sur lequel justement on pourrait, cet institut, cette commission pourrait se pencher pour séduire entre guillemets plus de citoyens, pour qu'ils prennent conscience vraiment de cette importance d'avoir cette acculturation aux algorithmes localement. Sur le champ de l'éducation. Particulièrement sur ce thème-là, dans la manière dont je souhaite que le Conseil travaille, le Conseil citoyen, c'est eux qui décideront. Ouais. Alors il y aura peut-être des saisies de thèmes par la ville, mais je pense que c'est intéressant que ce soit eux-mêmes qui sortent des problématiques. Peut-être aussi que il faut qu'on prévoie un mécanisme pour que un groupe de citoyens puisse aller saisir ce conseil, donc proposer. De toute façon, dans la participation citoyenne, il y a plein d'outils. Il y a cet outil de groupe de citoyens tirés au sort qui travaillent, qui proposent. C'est un des outils. Il y en a plein d'autres. Les Fab Labs sont aussi, les associations sont aussi des solutions où les citoyens se mobilisent dans l'action, sur des thématiques et tout ça doit faire partie et doit travailler ensemble. Le politique, notre rôle, tel que moi je l'envisage, il est plutôt de faire en sorte que tout ça se développe et travaille ensemble, plutôt que d'imposer un modèle et une façon de faire. Le Conseil dit du numérique responsable, qui sera cette instance citoyenne, va être qu'un des éléments sur tout le territoire avec qui vous travaillerez en association.
Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est vraiment une démarche. Bon, avec différents acteurs, avec différentes approches, avec différentes méthodes, et c'est comme ça qu'on arrive à investir le citoyen. Ce qui est difficile, si je reprends l'exemple sur la mission 5G, là, ce qui était difficile, c'est que il y avait une petite frustration où on a sélectionné, enfin on a tiré au sort 20 citoyennes. À la fin des 4 mois de travail, on avait des gens qui avaient complètement les compétences pour étudier un problème et la méthode et l'envie et la motivation, faire des propositions, ils étaient organisés, mais c'était 20 personnes. Et on aurait souhaité que ce soit pareil pour les 250 000 habitants rennais et rennaises. Alors même si on les a tirés au sort, et c'est un peu le principe, et qu'on a essayé d'avoir une représentation des niveaux sociaux, des catégories socio-professionnelles, du genre, ça reste quand même que 20 personnes formées. Donc là, il y a besoin de relais supplémentaires aussi, par donc de la communication, mais aussi les assos, et aussi il y a la participation, elle est aussi liée au nombre de gens elle n'est pas juste symbolique avec le tirage au sort, mais elle doit être aussi déployée et développée. Elle est importante. Si on avait une baguette magique, je parlais de tout à l'heure, justement, si on devait aujourd'hui enrichir l'émission des Fab Labs, par exemple, pour conclure autour de ce sujet, quelle serait la première tâche, selon vous, à faire? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en œuvre pour que les Fab Labs deviennent ce lieu d'acculturation aux algorithmes? Un numéro vert, je pense, je plaisante. Mais ça a été un peu la stratégie du gouvernement ces derniers temps. Dès qu'on a un problème, un algorithme ou un numéro vert. Une app, une obligation, obligé un QR code. Ça me fait un peu penser au Monty Python. Il y a toujours un moment donné où il crie Albatros, on ne sait pas trop. Mais à un moment donné, on se disait, dès qu'il y avait un problème dans la société, on avait l'impression qu'il fallait sortir une plateforme ou une appli pour résoudre, donc un algo pour résoudre tous les maux de la société. Mais on voit bien aujourd'hui qu'on est dans une impasse vis-à-vis de ça. Il faut peut-être revenir en arrière. Moi, je reprendrai sur les basiques, l'éducation. Le basique, c'est l'éducation. Donc, je mettrai les Fab Labs dans les écoles. Ça commence à quel âge, pour le coup? Alors, l'acculturation à tous ces enjeux algorithmiques et numériques. Très tôt, très tôt. Parce que c'est un état d'esprit. C'est numérique, c'est aussi... Mais oui, mais même avant, c'est technologique, c'est innovation, c'est créativité aussi. Donc, c'est une acculturation qui augmente en complexité, mais c'est vraiment là où on va travailler sur le fond. Oui. Et peut-être Fab Lab au sens large, mais EPN, etc. Mais en fait, en faire un véritable objet d'éducation, justement, mais pas que numérique au sens je vais t'apprendre à coder. C'est d'avoir ces approches de l'aspect politique, sociologique, d'avoir cette approche du numérique pour qu'on puisse répondre à des questions qui ne soient pas que technologiques, mais justement de traiter des sujets comme on peut le faire ou comme on pourrait le faire différemment, mais pour expliquer que le numérique, c'est une manière de fonctionner, que ça s'inscrit dans un tout. Et finalement, ça peut être un formidable moyen pour apprendre sur la société, beaucoup plus que le seul numérique, en fait. Et je trouve que et l'avantage du numérique, c'est qu'on peut jouer avec. Et ça peut être... c'est comment les Fab Labs, plutôt que de venir à côté, c'est par le faire, on apprend aux personnes à apprendre au-delà du numérique. Je pense que donc c'est dans l'éducation, mais voir comment on n'en fasse pas le truc, le jour où le numérique ne sera pas le truc d'à côté, mais le truc qui est intégré pour inculquer des savoirs autres et puis apprendre à prendre ses propres décisions. Il ne s'agit pas chacun peut avoir des avis différents sur tout ce dont on s'est parlé, parce que c'est le choix politique, mais de voir comment justement ça s'intègre dans la réflexion au même titre que la vie en société, que tout ce qu'on peut faire autrement. Donc comment mettre le numérique dans l'apprentissage, mais comme partie intégrante de l'apprentissage et pas le cours du numérique comme c'était le cours de SVT à l'époque, qui est pas de techno, pardon, qui était parfois totalement déconnecté. Enfin, moi, ça s'appelait techno quand j'y étais là, mais qui était déconnecté du reste. Moi, j'ose pas dire comment ça s'appelait, en fait. Mais voilà. Donc, à un moment donné, c'est marrant. On a des disciplines à l'école qui sont totalement déconnectées de l'ensemble, et y compris le sport d'ailleurs, ou l'activité physique plutôt que le sport. Genre, c'est pour certaines personnes et pas pour d'autres, et puis etc. Et chacun, et voilà. Donc, voir comment ça puisse s'intégrer. Donc, Donc, c'est par les Fab Labs, mais aussi par l'éducation au sens plus large, je pense.
je ne peux qu'abonder dans ce sens. Je pense qu'effectivement, l'éducation, et même dès le plus jeune âge, je pense dès qu'on commence aujourd'hui, on commence à utiliser les technologies très, très tôt, que dès ses premiers usages, on est peut-être un espace au sein des Fab Labs pour accompagner cet usage contextualisé, quoi. Voilà, encore une fois, pas juste un numérique trop technologique ou un numérique complètement individuel, mais le réintégrer en fait dans un parcours de société. Alors nous, on a par exemple développé un jeu de cartes typiquement où voilà, on voit que le numérique c'est juste une brique par rapport à d'autres. Il y a c'est l'alimentation, des questions de logement, et puis le numérique est une question parmi d'autres. Et c'est vrai que ce raisonnement à l'échelle locale, d'un territoire aussi, est peut-être plus facile, avec une approche aussi un peu bidouille Fab Lab, qui fait aussi son charme et son intérêt d'être dans un environnement pas trop cloisonné, qui laisse de l'espace à la créativité, à l'invention et à la discussion. Mais je pense que peut-être effectivement un des enjeux est d'avoir cette ouverture sur effectivement le numérique dans la société dans son ensemble, et sortir peut-être le Fab Lab qui, à tort ou à raison, est peut-être un peu encore bloqué dans une vision très techno, très bidouille, très expert, qui peut du coup arrêter cette émulation un peu plus large. Donc c'est un défi, mais je pense que ça va être intéressant de le relever. Je me tourne vers nos amis de Montréal. Oui, nos amis de Montréal. Est-ce que vous avez des questions avant que nous clôturions cette rencontre? Bon. Alors moi je voudrais juste, en effet c'est une très belle conclusion, Elisabeth, c'est tout à fait pertinente, puisque derrière moi il y a le manifeste FabCity, qui est donc un modèle, on va dire, de réflexion qui est global, holistique, comme ils disent. Et donc c'est vrai qu'on retrouve tous les enjeux que vous venez de décrire. Donc moi je vous remercie, Pierre, Elisabeth et Régis, et Hubert qui était donc en ligne un jour, pour cette rencontre que j'ai trouvée passionnante, que nous diffuserons et qui sera diffusée sur le site internet du FabCity Summit, et que nous diffuserons également très prochainement sur la chaîne LabFab sur YouTube. Voilà, merci à vous et merci à nos amis de Montréal, et à bientôt. Merci. Merci. Voilà. C'est quoi le jingle? C'est quoi la petite musique, ça monte. Donc Luc, en fait, ce qui